Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Puisqu'on a fêté les 10 ans de la banane française, du concept novateur lancé en 2015 de la banane française. Aujourd'hui, effectivement, c'est un succès commercial. On est parti de zéro pour aujourd'hui faire plus de 40 000 tonnes de cette segmentation à l'intérieur de notre production de la banane française. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Claude Marot-Desgrottes qui est ici présent, qui a participé à l'époque à la conception, à la création de cette rupture, du ruban et de la vente au poids. Mais on reviendra plus tard. Donc, à la pièce, pardon. Par rapport au poids. Donc ça, effectivement, c'est le point, on va dire, un des éléments, mais l'élément marquant de notre filière, c'est effectivement les difficultés qu'elle peut actuellement rencontrer. Alors, ce n'est pas des difficultés qui sont survenues soudainement en 2024, c'est plutôt une suite un peu des dernières années qu'on a pu voir et quelque part aussi donc une accélération de ces difficultés par rapport à des thématiques très prégnantes et très prégnantes et très factuelles. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde la production qu'on a commercialisée au cours de l'année 2024, c'est des tonnages qui sont des tonnages somme toute modestes. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on faisait 250 000 tonnes. On est passé par le cap des 200 000 tonnes dont on pensait que c'était le point bas. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des tonnages commercialisés à l'export qui sont de 185 000 tonnes. C'était le chiffre en 2023. Ce chiffre-là est aussi donc celui de 2024. Et les perspectives pour 2025, oui, peut-être pareil, peut-être moins. Pourquoi ? Parce que effectivement, donc cette maladie, la cercosporiose noire, donc nous fait toujours beaucoup de mal. Alors elle est présente sur notre île depuis sur nos îles depuis 15 ans, 13 ans, mais c'est clair qu'effectivement donc depuis son introduction, elle a gagné en force, mais surtout donc les moyens qui sont à notre disposition pour lutter contre ces maladies ont fortement diminué au cours des dernières années. Cette maladie en elle-même, elle n'est pas mortelle, puisqu'elle existe en Afrique, elle existe en Amérique latine, mais c'est surtout donc les moyens qui sont à la disposition des producteurs qui lui permettent de pouvoir l'enrayer et de pouvoir faire en sorte que l'acte de production puisse se passer dans des conditions optimales. Aujourd'hui, on n'a plus ces moyens. On n'a plus ces moyens, non pas de notre faute, mais de la faute de la réglementation qui a été édictée au cours des dernières années de manière progressive, parfois de manière accélérée, brutale. Et cela aussi bien en termes de moyens de traitement. Alors on sait effectivement l'arrêt du traitement aérien qui remonte maintenant à une dizaine d'années, lorsque cette cerco est arrivée sur nos territoires, concomitamment ou quelques années plus tard, donc on a eu effectivement donc l'arrêt du traitement aérien, qui était donc une organisation qui permettait d'essayer de contrôler cette maladie de manière collective, et on a basculé lorsque l'aérien donc s'est arrêté avec des moyens terrestres qui sont devenus individuels. Et malheureusement cette maladie donc elle n'est pas circoncis à une parcelle ou à une exploitation, mais elle a une propagation qui est sur tout un territoire. Et si mon voisin fait bien le traitement et moi si je le fais pas, il aura bien, même s'il fait bien son traitement, je vais le contaminer. Donc effectivement là-dessus c'est un élément important. Donc un deuxième élément donc aussi extrêmement important, c'est la diminution très forte des produits qui sont à notre disposition, et notamment des produits curatifs dont on a besoin lorsque donc la période d'humidité, de forte pluie donc est là. On est sous un climat tropical, donc avec une humidité forte. Alors certes on a un carême, mais on a quand même une grande partie de
de l'année où c'est humide, pendant toute cette période des pluies. Et là, effectivement, donc, au niveau donc, des produits qui sont à notre disposition, on a eu une accélération au cours des dernières années, de 2020, on va dire, à aujourd'hui, puisque en 2020, on avait 9 solutions curatives à notre disposition. On est passé à 6. Et depuis début de l'année 2023, on n'en a plus que 3. Plus que 3. Et on doit continuer à faire des miracles avec seulement 3 produits qui nous permettent de redresser donc, une situation. Et à l'impossible, nul n'est tenu. C'est clair qu'effectivement, donc on le voit, ça a un impact direct. C'est un impact direct dans nos rendements. Alors pourquoi? Parce que dans nos rendements par rapport au tonnage commercialisé, parce que autrefois, donc on avait une capacité donc de récolte qui était beaucoup plus forte. On disait quand il y avait un régime, sans régime, on en récoltait 95-97% des régimes. Aujourd'hui, quand on récolte 85% des régimes, on est content. Donc on a des pertes en ligne dès la plantation. Donc on va mener donc une culture et puis finalement donc on va récolter très peu et puis c'est un produit, cette maladie aussi donc a des liens de causalité ou en tout cas de cause à effet donc par rapport à la stabilité donc de notre produit de manière considérable et on a des pertes aussi extrêmement importantes donc à l'arrivée des cargaisons à Dunkerque où l'année passée donc on a eu plus de 6000 tonnes qui ont été la première solution, donc, qui est donc la solution, on va dire, donc celle du court terme, c'est donc la possibilité de pouvoir utiliser les drones dans le traitement de lutte contre la cercosporiose. Aujourd'hui, effectivement, donc les drones sont autorisés au niveau européen et il appartient donc à chaque État membre de transposer donc cette autorisation. Ça fait maintenant quasiment 8 ans qu'on en parle au niveau de la France, puisque la première disposition concernant l'usage des drones, elle remonte à la loi Egalim, la première loi Egalim de 2018, en 2025. Donc 2018, effectivement, il y a eu une autorisation d'expérimentation, donc des rapports ont été rendus, et depuis maintenant quasiment 18 mois, 2 ans, on attend effectivement qu'il y ait une nouvelle disposition législative qui autorise l'usage des drones. Alors bien sûr, il y a eu la dissolution, il y a eu la censure, on connaît donc le climat politique, et là on commence à voir tout juste le bout du tunnel, puisque donc 2 propositions de loi ont été adoptées dernièrement, l'une par l'Assemblée nationale à l'initiative du député Fugit, et l'autre par le Sénat à l'initiative du sénateur Duplon. Donc il faut encore que ces propositions de loi donc, soient votées par chacune des 2 assemblées. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Mais c'est qu'une demi-mesure parce que effectivement donc par rapport aux textes qui ont été adoptés ou par la Chambre basse ou par la Chambre haute, on a sélectionné donc à la demande du ministère de l'Agriculture que pour certains produits, et notamment donc les produits de biocontrôle, ce que nous avons quand même un peu de mal à comprendre, puisque tous les produits sont autorisés à être donc utilisés. Alors pourquoi il y en a certains qui pourraient l'être par voie terrestre avec des canons dont on sait que la dérive est importante, et pas par drone dont on sait que la sécurité d'application elle est donc garantie de manière beaucoup plus correcte. Donc là on a effectivement donc beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. On a aussi beaucoup d'incompréhension parce que effectivement si ça ne concerne que certains produits, ça veut dire que d'autres produits vont être donc appliqués par voie terrestre. Donc ça veut dire qu'il faut faire coexister 2 systèmes, un système qu'on espérait redevenir collectif au niveau des drones et puis un système qui resterait individuel. On est dans le prototype même donc notre problématique. Je voudrais simplement vous dire que la filière banane de Guadeloupe et de Martinique a un siècle d'existence. C'est pas rien et je pense que quand on analyse tout ce qu'elle a connu comme péripéties, difficultés, elle est encore debout, elle a des producteurs, des jeunes, il y en a une à côté de moi, et elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, pas mal de jeunes qui sont intéressés par le métier de la banane. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de responsabilité en tant que dirigeants de la filière pour les accompagner et pour permettre qu'elles puissent se pérenniser dans le temps et qu'elles puissent aussi vivre de leur production. Je vous rappelle que la filière banane, nous ne sommes pas des chasseurs de subventions, nous sommes des gens qui sont fiers de leur travail et voulons vivre d'un revenu décent qui doit accompagner le planteur.
Et aujourd'hui, depuis quelques années, avec tous les problèmes qui vous ont été évoqués là, les drogues, les molécules, etc., pour lutter contre la maladie, les planteurs se trouvent aujourd'hui en situation de grand péril. Je pèse mes mots, le directeur général vous l'a dit, il a employé le danger de mort. Je pense qu'en 2025, si les pouvoirs publics ne réalisent pas rapidement des solutions pour régler le problème et nous permettre de continuer à travailler, de produire, la filière risque de s'écrouler. Et elle va s'écrouler, c'est mon point de vue. Et c'est malheureux quand un président de groupement comme moi, qui a toujours cru à cette filière, puisse aujourd'hui avoir un tel discours. Normalement, je devrais encore encourager d'autres jeunes à venir nous rejoindre. Et on ne peut pas se permettre de dire à un jeune aujourd'hui de prendre le relais. Il faut qu'on puisse être sûr qu'il va arriver à terme au niveau de sa production et vivre de ce qu'il va produire. Je rappelle également que la filière banane est dans un système qui est inadmissible. Et c'est là le rôle des médias. Et je souhaite que vous puissiez faire part de notre... pas découragement n'est pas le terme, mais on refuse aujourd'hui de voir des bananes qui arrivent de partout, qui ne sont pas assujettis aux mêmes normes. On en a parlé, mais comment voulez-vous accepter que des bananes qui soient produites dans des pays avec toutes les molécules qui nous sont interdites? On a joué ce jeu-là, on ne veut pas en revenir en arrière, mais ne permettez pas à tous ces fruits de venir sur ce marché français qui est de surcroît la production des Antilles, pour pouvoir nous concurrencer. J'appelais ça une concurrence déloyale, avec comme clé encore du dumping social, quand on voit de la manière dont les salariés agricoles travaillent dans ces exploitations. Donc il y a deux poids, deux mesures dans tout cela. Et c'est ce que nous devons crier fort et dénoncer. Et c'est le rôle des médias d'attirer l'attention qu'une filière française de bananes, production centenaire, risque de disparaître au profit de quoi? De fonds de pension américains, des multinationales, etc. Donc ce n'est pas acceptable. Et le déséquilibre social, économique, on va le ressentir. C'est sûr que si la banane disparaît en Guadeloupe et en Martinique, il y en a certains qui diront, mais bon, il n'y a pas de grosse incidence, mais on ne se rend pas compte des conséquences dans les petites communes, sur le plan environnemental. Je l'ai dit ce matin à la presse hexagonale en disant que si cette production en tant que telle, qui occupe un espace quand même important au niveau des deux îles, elle joue un rôle environnemental. Elle maintient dans les zones difficiles l'érosion des terres, etc. Et lors d'un cyclone, etc., comme vous connaissez bien, il y aura des dégâts considérables. Je rappelle également les propos de la vie chère qui ont tous interpellé nous, les Antillais. La banane joue un rôle essentiel. Elle joue, quand on regarde le prix du fret, quand on voit que la CMA-CGM a un bateau qui part de la métropole avec rempli de conteneurs de marchandises, mais si elle n'a pas la production de Martinique et de Guadeloupe pour amortir le coût du fret retour, nous allons avoir une vie chère qui va exploser, beaucoup plus importante que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc tout se tient et tout est fragile. Et je terminerai en vous disant que personnellement, moi qui ai vécu dans ce métier depuis mon plus jeune âge, je constate que nous n'avons pas un accompagnement politique à la mesure de l'enjeu qui se joue aujourd'hui. Et que si nous avions des hommes politiques forts, capables de nous accompagner et de relever ce défi, qui a des mesures qui peut être réglées en quelques semaines. On ne parle pas de mesures à long terme. Bon, la variété, ça va prendre plusieurs années à mettre en place. Mais en ce qui concerne l'utilisation des drones avec des molécules, ça peut se régler en quelques jours. Si nous avions un ministre de l'Agriculture suffisamment concerné par la filière banane et suffisamment de poids et qui a une volonté politique, elle pourrait, cette ministre, en une semaine régler le problème. Et aujourd'hui, la filière risque de s'écrouler avec tout ce qu'on vous a dit. Et la relever ou la remplacer sera beaucoup plus coûteux, avec toutes les conséquences qu'on imagine.
Donc voilà, sur ce. Par contre, je ne reste pas non plus sur un plan uniquement négatif. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans cette dynamique toujours, puisque nous avons fait beaucoup de choses en Guadeloupe et en Martinique pour progresser, continuer à progresser. Quand vous voyez l'organisation de la filière, aussi bien en France à Dunkerque, etc., aujourd'hui qu'elle a été banane reconnue comme étant le fruit préféré des Français, je pense que le travail ne s'est pas fait tout seul, c'est grâce aux producteurs et grâce à cette organisation. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les médias, très important le rôle que vous allez devoir jouer et nous accompagner, et je vous en remercie. Je vais attirer l'attention sur nos amis qui sont là aujourd'hui pour leur dire que quand on regarde un peu l'histoire de la banane est un fruit qui est arrivé aux Antilles dans les années 20-30. C'est pas un fruit colonial. C'est une production de diversification. Une production de diversification. Et c'est arrivé précisément à un moment où on avait subi des aléas climatiques très violents qui avaient détruit l'agriculture. Et on s'est rendu compte que cacao, café, tabac, toutes sortes de choses. Et on s'est rendu compte que la banane, à l'échelle à laquelle nous la cultivons, est le seul produit qui correspond le mieux à nos spécificités locales. C'est le seul fruit qu'on peut produire de manière, je dirais presque industrielle, qui, quand on va subir un aléa climatique, par exemple, va revenir en production moins de 8 mois après. Aucune production ne peut se prévaloir d'avoir une telle rapidité de retournement face à un aléa. D'autre part, n'oublions pas que entre la Martinique et la Guadeloupe, c'est entre les emplois directs et les emplois indirects, près de 8000 personnes. C'est considérable à l'échelle de nos îles. C'est considérable. Si on veut ramener ça à l'échelle nationale, ça représente 1 million d'emplois. Ça représente 1 million d'emplois. Donc, je pense qu'il est extrêmement important de dire ça. Il est également extrêmement important de dire la chose suivante par rapport à tout ce qui se dit sur les projets de diversification, les projets de souveraineté alimentaire, etc. Je veux attirer l'attention sur le fait qu'il y a 40 ans, il y avait une diversification aux Antilles et elle fonctionnait. Personnellement, j'ai produit de l'avocat, j'ai produit du citron, j'ai produit de l'aubergine pour le marché local, mais également pour l'exportation. Aujourd'hui, on n'a plus toutes ces productions de diversification. Pourquoi? C'est pas à cause de la banane, c'est pas à cause du posé de banane, parce qu'on entend ça à longueur de journée. C'est parce que les contraintes que nous a infligées l'Europe et les gouvernements successifs ont fait que c'est devenu quasiment impossible de produire. Et c'est mêlé à ça le problème du changement climatique qui fait que aujourd'hui, les filières agricoles, quelles qu'elles soient aux Antilles, ont extrêmement de mal à se développer. Et alors la banane résiste. Pourquoi? Parce qu'elle est organisée, elle est structurée, mais à quel prix? À quel prix? On a perdu, on perd entre 30 et 40 producteurs chaque année. Mais pas parce que c'est autre chose que c'est devenu quasiment impossible de produire avec les contraintes qu'on nous impose aujourd'hui. C'est devenu impossible. Donc, faire croire aux gens que quand on va arrêter de la banane, que la diversification va exploser, que c'est une erreur, mais capitale. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a 1 an, on a été contacté par le gouvernement de l'île de Sainte-Lucie qui produisait 80 000 tonnes de bananes il y a encore 15 ans. Et aujourd'hui qui produit 3 000 tonnes de bananes parce que la cercosporiose noire est passée chez eux et que eux, comme ils sont une île indépendante, ils n'ont pas eu les moyens financiers, les moyens techniques pour pouvoir résister. Et aujourd'hui, ils nous ont contactés en nous suppliant de venir les aider à relancer la filière banane de leur île, parce qu'ils se sont rendus compte que rien ne remplace la banane, et que tous leurs agriculteurs qui
qui ont voulu faire autre chose que la banane, puisqu'ils ne pouvaient plus le faire, se sont cassés les dents. Parce que la banane était un socle sur lequel ils pouvaient se reposer pour pouvoir faire d'autres productions à côté. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit, c'est très important. C'est une production qui est adaptée à nos îles, c'est une production qui correspond à nos schémas agronomiques, à nos schémas pédoclimatiques et pédotechniques. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Si elle disparaît, par quoi va-t-on la remplacer? 61e édition du Salon de l'Agriculture, nous nous trouvons au niveau stand banane de la Guadeloupe, de la Martinique, où une conférence de presse vient d'être tenue au niveau de la banane. Et je dois vous dire, c'est plutôt un tableau très sombre qui a été dressé par ces responsables de la banane de Guadeloupe, de Martinique, notamment par le directeur général de l'UGPBAN, Pierre Montieu, qui nous a parlé des difficultés, mais il y a vraiment urgence à agir un certain nombre de problèmes. C'est bien cela, monsieur Montieu? Oui, on arrive aujourd'hui à un moment où on est un peu dans un corner. La pression de la Serco augmente d'année en année, nos moyens de lutte diminuent d'année en année et forcément donc on a un effet ciseau qui est redoutable. Comme on l'a évoqué au moment de la conférence de presse, c'est vrai que la Serco en elle-même n'est pas mortelle puisque donc elle est présente sur l'ensemble de la sole bananière, mais c'est surtout les moyens qui sont à la disposition des producteurs qui sont importants. Et en la matière, au cours des 10 dernières années, on a quand même perdu donc une grande capacité donc à agir, aussi bien au niveau des moyens, où on est passé avec l'arrêt aérien, où on est passé avec des traitements par terrestre sous frondaison, qu'au niveau des molécules. Et aujourd'hui, on est un peu au bout du système. Entre 2019 et 2023, on a perdu 6 capacités donc, de traitement curative. Et aujourd'hui, il faudrait faire donc, la même chose dans un environnement où autrefois on en avait 9 applications possibles, et aujourd'hui on n'en a plus que 3. À la possible, nul n'est tenu. Donc à un moment donné, voilà, on est dans cette configuration-là. Des solutions existent. Mais c'est ce que j'allais dire, alors il y a problème, mais aussi vous avez des solutions, notamment, il faut bien le dire aux téléspectateurs, les solutions qui pourraient passer par les drones, mais là, vous n'avez pas véritablement, ça n'avance pas de ce côté. Voilà, donc les solutions donc, existent. Le dossier des drones est sur la table du pouvoir politique depuis 2018, puisque la première inscription sur l'usage des drones, elle a été faite dans la loi Egalim de 2018, où il y avait des expérimentations qui ont été menées, des rapports qui ont été rendus en 2021, et puis depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors heureusement, au cours des 18 derniers mois, ce dossier est revenu sur la table et des propositions de loi ont été faites, soit par des sénateurs, soit par des députés, mais c'est vrai que l'environnement politique aussi des 12 derniers mois n'a pas été favorable à l'adoption de lois, on le sait bien, avec la dissolution, puis après avec la nomination d'un nouveau gouvernement, la censure. On arrive à février, donc, où là il y a 2 propositions de loi, une au Sénat et une à l'Assemblée nationale. Elles ont été adoptées en première lecture, mais c'est un demi-pas. C'est un demi-pas parce qu'on ne sent pas véritablement une volonté politique d'y aller. On nous dit oui, le drone sera possible, mais pour certains produits, alors que nous on n'utilise que des produits qui sont autorisés. Alors pourquoi un produit serait utilisé en terrestre et pas en aérien ? On a du mal à comprendre, donc il faudrait effectivement que tous les produits qui sont homologués en terrestre le soient donc en aérien, parce que sinon donc, on va encore avoir, sous prétexte donc, de progrès, un système d'usine à gaz, où il va falloir que de temps en temps je traite avec des drones, et ça c'est une sacrée mécanique en place, et puis pour d'autres il faudra que je traite avec des systèmes terrestres. Le drone est un système qui serait extrêmement efficace parce que ça nous permettrait aussi de revenir à une organisation collective de ces applications, alors qu'aujourd'hui les applications sont individuelles. Donc ça serait un progrès, ça serait un soulagement et une pression en moins sur les épaules de nos pauvres producteurs. Mais non, on complexifie toujours, alors qu'au niveau des textes de l'Union européenne, il n'y a pas assez complexe, c'est pas aussi complexe. Ça pourrait être beaucoup plus simple si on avait effectivement une réelle volonté politique. Alors, une dernière question. Si rien n'est fait à vous entendre cet après-midi ici à la porte de Versailles, on pourrait aller tout droit vers un net ralentissement du secteur de la filière, madame ?
Oui, on a aujourd'hui un certain nombre de producteurs qui sont donc dans une impasse phytosanitaire, qui n'y arrivent plus. Tout ça donc générant bien évidemment des baisses de rendement, des baisses de production et des difficultés financières. Ne l'oublions pas que notre activité, à 66%, c'est-à-dire les 2 tiers, ce sont des charges fixes. Donc quand vous avez un rendement du fait de la Serco contre laquelle on n'arrive pas de lutter, fait baisser mon rendement donc de 20 ou 25%, mon coût de revient augmente, mes difficultés financières augmentent et on a eu depuis le début de l'année, depuis quelques mois, des dépôts de bilan qui se sont succédés avec les disparitions de producteurs. Et si vraiment rien n'est fait, c'est pas que de l'argent qu'on demande. On ne demande pas de l'argent, on demande de libérer nos énergies. Nous sommes des chefs d'entreprise, on a envie de produire, on a cette volonté donc d'investir, de créer de la valeur pour nos territoires, que ce soit la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'est par ça qu'on est animé. Mais si effectivement on n'est pas accompagné et entendu, oui, la filière peut disparaître. O-News Radio sur outremernews.fr.